se retrouve encore une fois pour reprendre encore le texte historique, mais sous forme d'application. On a vu la dernière fois les questions les plus fréquentes au baccalauréat. Alors j'ai essayé de prendre une partie d'un texte qui est sur votre livre, un extrait du texte « Guerre sans merci », livre 3e AS, page 45 de Mahfoud Ketesh, « La conquête et la résistance dans l'Algérie », édition Nathan. J'ai repris le deuxième paragraphe pour essayer de travailler avec vous la plupart des questions qu'on a vues la dernière fois. Avec, bien sûr, on va travailler avec le texte. Alors, il y aura les questions et il y aura les réponses proposées. Je reprends le texte. Alors, je vous dis, c'est le deuxième paragraphe. J'ai repris le deuxième paragraphe. Alors, j'ai mis des pointillés, d'ailleurs, pour montrer que c'est le deuxième paragraphe. Vous pouvez le reprendre sur votre livre. Il est sur votre livre. La guerre coloniale fut une guerre sans merci, inexpiable, sans loi, menée contre des Algériens tenus pour barbares par des officiers et des soldats qui n'avaient rien compris au caractère de la résistance à l'envahisseur. Ne pouvant vaincre le peuple, Bugeaud chercha à le contraindre par la ruine et la famine. La Mauricière fit de la razzia la base de sa tactique. Attaque par surprise d'une tribu, provoquant la fuite pêle-mêle des hommes, des femmes et des enfants sur qui ils l'ont tiré sans pitié. Capture des troupeaux et pillage des biens. Il fallait détruire les moyens d'existence des Arabes. Montagnac écrivit en mars 1842 « On tue, on égorge. Les cris des épouvantés, des mourants, se mêlent aux cris des bestiaux qui mugissent de tous côtés. C'est un enfer. » Et Saint-Arnaud, en avril 1842, dit « Nous sommes dans le centre des montagnes entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. En 1884, Cavaignac brûla des fagots devant une grotte où s'étaient réfugiés les membres de la tribu des Spéas. Presque tous, hommes, femmes, enfants, y périrent. Pélissier fit placer des fascines enflammées devant les issues des grottes. Au Dara, Camp-Robert fit emmurer une caverne avec des pierres. Alors, voici le texte. Donc c'est un sujet et j'ai essayé de poser des questions de façon à retrouver les questions les plus fréquentes au baccalauréat. Donc j'ai pris des questions de compréhension, bien sûr. L'auteur de ce texte est un témoin, un journaliste, un historien. Choisissez la bonne réponse. Je lis d'abord les questions, après je vous donnerai, vous essayerez de réfléchir sur les réponses. Deuxième question, à quel genre appartient ce texte, c'est-à-dire quel est le type de texte? Justifiez votre réponse. Ou encore, à partir du titre et des références du texte, pouvez-vous anticiper sur le thème et le type de texte? Quatrième, à quelle époque ce texte fait-il référence? Cinquième, comment ce fait historique est-il qualifié par l'auteur? Sixième, relevez 3 exemples qui justifient l'expression « une guerre sans merci ». Voilà l'expression, une guerre sans merci. Dans quel but ces exemples sont-ils donnés? Huitième, relevez les noms propres. Que savez-vous des personnes qu'ils désignent? 9. Relevez 2 indicateurs de lieu. 10. Relevez 2 indicateurs de temps absolu. 11. À qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte?
12. Relever 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de guerre. Je vais travailler d'abord les 12 questions et après on travaillera les autres questions. D'abord, ces questions. C'est-à-dire, regardez au baccalauréat, vous n'aurez pas plus de 10 questions. Est-ce que c'est clair? 10, 8 questions, 10 questions. Là, j'ai essayé de prendre, puisque le texte s'y prête, j'ai essayé de prendre plusieurs questions. C'est juste pour revoir les questions les plus fréquentes, donc j'ai essayé de placer plusieurs questions. Alors, l'auteur de ce texte est un témoin, journaliste et historien. Alors, je regarde bien le texte. Un témoin, c'est un témoignage, donc il va y avoir le je, le nous, etc. Un journaliste, il va y avoir, je regarde la source, est-ce qu'il est extrait d'un journal, la date, etc. Un historien. Donc ici, vous regardez la source. Mahfoud Keddesh est un historien. Chaque fois que vous aurez Mahfoud Keddesh est un historien. Ce n'est ni un témoin, ni un journaliste, c'est un historien. Bien. Donc, si j'étais justifié votre réponse, vous aurez la source. Vous avez la source, par exemple. Deuxième, à quel genre appartient ce texte ou le type? Alors, je regarde mon texte. Je vois d'abord le titre, Guerre sans merci, guerre. Je regarde la source, Mahfoud Keddesh qui est un historien, la conquête et la résistance, donc déjà la source. Je regarde le texte, la guerre coloniale, j'ai lu le texte, etc. Je vois des dates, donc le texte, il s'agit d'un texte historique. Il s'agit d'un texte historique. Justification, l'auteur, la source, le titre, les dates, etc. Donc voilà, j'ai un texte historique. Et c'est pareil, à partir du texte, à partir du titre et des références du texte, pouvez-vous anticiper sur le thème et le type de texte? Alors, il s'agit, alors ici, regardez bien, le type de texte, il est historique. On a vu ça. Le type de texte, il est historique. La source, l'auteur, le titre. Le thème, il s'agit de l'invasion de l'Algérie par la France. Vous avez le mot conquête et résistance. Donc, invasion, il s'agit de l'invasion de l'Algérie par la France. D'ailleurs, ça reprend quelle époque? À quelle époque ce texte fait-il référence? C'est l'arrivée des Français en Algérie, 1830. Donc ce n'est pas la guerre d'Algérie, 54-62. C'est l'invasion de l'Algérie par la France, 1830. Regardez, vous avez 1842, etc. C'est l'arrivée, l'invasion. Maintenant, nous avons lu le texte. Comment ce fait historique est-il qualifié par l'auteur? Est-il qualifié? Qu'est-ce qu'il dit de l'auteur? La guerre coloniale, c'est le fait historique, est une guerre sans merci, inexpiable, sans loi. Voilà comment il a qualifié cette guerre. Voilà. 3. Alors, une expression et un mot. Faites bien attention aux mots et aux expressions. Maintenant, relevez 3 exemples qui justifient l'expression une guerre sans merci. L'auteur a dit une guerre sans merci, une guerre sans loi, une guerre inexpiable. J'ai relevé les exemples. Regardez bien. Attaque par surprise d'une tribu. Ensuite, vous avez capture de troupeaux et pillage de biens. Capture, verbe capturer, pillage, verbe piller, attaquer, sous forme de phrase nominale. Détruire les moyens d'existence des Arabes. Voilà donc une guerre sans merci. Attaquer, capturer, piller, détruire. Maintenant, dans quel but ces exemples sont-ils donnés? Pourquoi il a donné ces exemples? Ces exemples concrets sont donnés pour dénoncer la sauvagerie
des Français à l'encontre du peuple algérien. C'est pour vous montrer, pour dénoncer cette sauvagerie, cette barbarie des Français vis-à-vis du peuple algérien, à l'encontre du peuple algérien. Donc, dénoncer. Maintenant, regardez, je vous ai demandé ici de relever les noms propres. Alors, les noms propres, vous avez Bugeaud, vous avez la Mauricière, vous avez Saint-Arnaud, vous avez Pélissier, vous avez Camp-Robert. Toutes ces personnes, voilà, c'est des personnages, hein, c'est des personnes. Voilà. Maintenant, qui sont-ils? Qui désignent-ils? Ces personnes désignent des officiers français. C'est des Français, des militaires français. Ensuite, on peut vous demander aussi de relever deux indicateurs de lieu. Alors, les indicateurs de lieu. Alors, j'ai pris par exemple Cherchel, j'ai pris Miliana, vous avez aussi Odara. Voilà donc les lieux. Ensuite, maintenant relever deux indicateurs de temps absolu. On a vu la dernière fois les indicateurs de temps absolus et les indicateurs de temps relatifs. Les indicateurs de temps absolus, c'est les dates exactes. Alors vous avez, je prends toutes les dates que j'ai ici. Ce sont alors avril 1842. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Mars 1842. Ce sont des dates absolues. Les indicateurs de temps absolus. Voilà. Il y a le mois et l'année. Et ici, nous avons l'année. Indicateur de temps absolu. Bon. Maintenant, nous passons au lexique, aux substituts grammaticaux, lexicaux. À qui ou à quoi? Cette question, vous l'avez toujours au baccalauréat. Hein? Toujours, 11 et 12, nous les avons, c'est pour aider les élèves. Toujours, à quoi renvoient les mots soulignés, le champ lexical d'un mot pris du texte. Alors, à qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte? Alors, moi, j'ai à qui ou à quoi. Déjà, ça me donne une idée. À qui, ce sont des personnes. À quoi, ce sont des choses. Ça peut être un lieu, ça peut être... Hein? Donc, ce n'est pas qui, ce sont des personnes. J'ai pris des mots du texte. Par exemple, j'ai pris des mots dans le texte. J'ai pris le. Alors, toujours, le mot qu'il remplace, il est avant. Il est placé avant. Alors, je reprends. Voilà, je reprends. Ne pouvons, toujours la phrase, ou bien une phrase avant, vaincre le peuple, Bugeaud chercha à le contraindre par la ruine et la famine. Alors, le, d'après vous, regardez, il va remplacer, et quand je trouve le mot, j'essaye de le placer dans la phrase. Est-ce que c'est juste? Hein? Alors, vous avez le mot peuple. Le peuple. Ne pouvant vaincre le peuple, Bugeaud chercha à contraindre le peuple par la ruine et la famine. C'est juste. Donc, c'est le peuple. Maintenant, le il. Faites bien attention. Là, j'ai fait exprès de vous donner une exception pour que vous faites attention la prochaine fois. Le il, ce ne sera pas toujours une personne ou un animal ou une chose. Hein? Ça peut être aussi une tournure impersonnelle. Alors ici, il fallait détruire les moyens d'existence. Il fallait, c'est le verbe falloir à l'imparfait, donc il ne remplace personne. C'est une tournure impersonnelle. Donc, nous avons le... Maintenant, j'ai pris le nous. Alors, Saint-Arnaud, en avril 42, en 1842, nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est pas tirer, il tire moins, il cherche à brûler, à détruire les moyens d'existence. Hein? Alors, nous, c'est Saint-Arnaud et ses soldats.
Donc c'est toujours les Français. L'auteur, enfin, ici, c'est pas l'auteur, hein, ce n'est pas Mahfouz Quettech, non, c'est Saint-Arnaud et ses camarades, et ses soldats. S'il est officier, ce sont ses soldats. Ensuite, j'ai le Y. Alors, je reprends ici. En 1884, Cavaignac brûla des fagots devant une grotte où s'étaient réfugiés, où s'étaient cachés les membres de la tribu des Spéas. Presque tous, hommes, femmes, enfants, y périrent. Alors, presque tous, hommes, femmes, enfants, périrent dans cette grotte. Alors, il remplace le mot grotte, un lieu. Il remplace la grotte. Donc, vous voyez, je remets le mot à sa place et je trouve que c'est juste. Très bien. Donc, ici, j'ai pris le qui et le quoi. Le peuple, c'est qui. Saint-Arnaud, c'est qui. Y, c'est quoi. Donc, qui et quoi. Bien. Ensuite, 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de guerre. Alors, je peux prendre champ lexical de guerre comme je peux prendre le champ lexical de violence, ici. La violence, hein? La violence, la guerre, la colonisation. Ça peut être les mêmes mots, hein? Guerre. Alors, on m'a dit 4 mots ou expressions, donc je suis libre. Bon, alors j'ai pris ici des mots, alors j'ai mis entre parenthèses mots. J'ai mis officier. Ça me rappelle la guerre. Attention, faites bien attention. Ne confondez pas mots de la même famille et champ lexical. Alors, officier, ça me rappelle la guerre. Soldat, ça me rappelle la guerre. J'en ai encore plus dans le texte. C'est pour ça que j'ai pris le texte. Hein. Vous avez détruire, par exemple. Vous avez ruine, vous avez famine. Hein. Vous avez envahisseur. Hein. Vous avez razzia. Hein. Vous avez capture. Vous avez pillage, mourant, épouvanté, enfer. Donc vous voyez, le texte est riche. Hein? Ensuite, des expressions, expressions. Alors, attaque par surprise, tirer sans pitié. Donc j'ai mis 2 mots et 2 expressions. Comme vous pouvez donner 4 mots, 4 expressions. J'ai mis entre parenthèses mots et expression. Donc voilà pour les 12 premières questions. J'ai essayé de revoir avec vous les types de textes, les sortes de compréhension par rapport au texte, les indicateurs de lieu, les indicateurs de temps absolu, les substituts grammaticaux, et vous avez aussi le champ lexical. Je vais passer aux autres questions. Donc nous passons à la 13e question. Aux autres questions, donc vous avez, j'ai essayé de reprendre le temps dominant dans un texte. Alors, quel est le temps dominant dans le texte? Justifiez votre réponse. 14e, réécrivez la phrase suivante en commençant ainsi. Donc j'ai pris une phrase au style indirect du texte et on va essayer de la transformer au style direct. Au style plutôt, la phrase au style direct et la reprendre au style indirect. 15e, l'auteur se manifeste-t-il dans le texte? L'auteur, est-ce qu'il est présent dans le texte? Est-ce qu'il s'implique directement dans le texte? Justifiez votre réponse. Et enfin, quelle est la visée communicative de l'auteur ou du texte, ou bien quelle est l'intention de l'auteur? Voilà. Et je vais juste terminer par une transformation de la phrase nominale, de la phrase verbale à la phrase nominale. Parce quelquefois on vous demande de relever les événements et de les transformer sous forme de phrases nominales. Bien. Alors, quel est le temps dominant? Je regarde mon paragraphe. La guerre coloniale fut, c'est le verbe fut, c'est le verbe être.
coloniale fut. Une guerre sans merci, fut. C'est le verbe être au passé simple. Ensuite, vous avez chercha, passé simple, fit, le verbe faire. Donc ici, le temps dominant, c'est le passé simple. Le temps dominant, c'est le passé simple. Le temps dominant, alors temps dominant, c'est le passé simple. Passé simple. Le passé simple, justifiez votre réponse. Pourquoi il a utilisé le passé simple? Parce qu'il est en train de raconter, de rapporter des faits, des actions successives, des actions passées, classées dans le passé, qui se suivent. C'est des actions l'une derrière l'autre. Actions successives. Action passée, successive. Voilà. Et nous sommes dans un texte historique où l'auteur ici nous rapporte surtout les événements, ce que font les officiers français, tuer, égorger, etc. Hein? Action. Brève, action successive, brève. Voilà. Dans le passé. Nous sommes dans un texte narratif, texte historique. Maintenant, réécrivez la phrase suivante en commençant ainsi. Voici la phrase, je l'ai prise du texte. Hein? Saint-Arnaud a dit: nous brûlons tous les douars, tous les villages. Ensuite, on vous dit de commencer la phrase ainsi. Saint-Arnaud a dit, et c'est à vous de terminer la phrase. Alors moi, avant de passer du style direct, direct c'est quoi? C'est les deux points, les guillemets et le verbe introducteur. Voilà le verbe introducteur. Très bien. Ensuite, nous brûlons tous les douars. Donc ici, j'ai le verbe introducteur au passé. Je n'ai pas voulu mettre dit directement, vous savez, parce qu'il se conjugue comme au passé simple, comme le présent. Il dit, présent, il dit, passé, le passé simple. J'ai mis le passé composé. Alors, je regarde d'abord ma phrase. Nous brûlons, la phrase qui est entre les guillemets. Nous brûlons tous les douars, tous les villages. C'est une phrase déclarative. Donc j'enlève les deux points et je mets que. Très bien. J'enlève phrase déclarative, j'enlève les deux points et je mets que. Ensuite, nous. Saint-Arnaud a dit, nous, c'est il avec S. C'est il avec S. C'est lui plus il avec S. Donc, il avec S. Alors maintenant, j'enlève le E et je mets un apostrophe. Alors, Saint-Arnaud a dit qu'il. Donc, déjà, je suis là. Maintenant, le verbe, la règle, qu'est-ce qu'elle me dit? Quand le verbe introducteur est au passé, le verbe à l'intérieur des guillemets change. Le présent devient imparfait. Le présent de l'indicatif devient imparfait de l'indicatif. Donc, brûlant est au présent, je vais le conjuguer à l'imparfait. Je vous ai donné le tableau dernièrement. Bien. Alors, qu'il brûlait. Très bien. Alors, voici les trois transformations. C'est le que, parce que j'ai une phrase déclarative. Le il, c'est le pronom nous. Le présent, il devient imparfait parce que j'ai le verbe introducteur au passé. C'est bon. Et je continue ma phrase. Tous les douars. Tous les villages. Très bien. Tous les villages. Très bien. Et bien sûr, je termine avec un point.
je n'ai plus les guillemets, etc. Et j'ai fait ma transformation style direct, style indirect. Ensuite, l'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Justifiez votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'auteur dans ce texte? Qu'est-ce qu'il fait? Il insiste dans tout le paragraphe sur la répression violente du colonialisme. Vous voyez, tous les mots, tout le lexique, etc. Il a repris des dires, des témoignages, des dires de personnes qui ont participé à la guerre. Il a repris les dires, vous les avez vus sous forme de style direct. Il a repris les paroles de chaque officier. L'occupant est décrit comme un bourreau, sans pitié, un bourreau, à l'instinct sauvage, sanguinaire, puisqu'il ne laisse ni enfants, ni hommes, ni vieillards, ni animaux, ni rien. Et pour cela, il a fait appel à un vocabulaire péjoratif ou dépréciatif, c'est-à-dire négatif. Une guerre sans merci, inexpiable, razzia, on tirait sans pitié, capture, pillage. L'auteur, donc, de ce fait, l'auteur se positionne contre l'occupant. Il donne son point de vue sur l'événement. Mais attention, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de nous, etc. Donc il se manifeste de manière indirecte, de manière implicite. On a vu ça la dernière fois, implicite, explicite, la présence du pronom, des commentaires, etc. Dernière question, ou avant-dernière question, puis je vais reprendre une phrase nominale. Quelle est la visée communicative de l'auteur, ou du texte? Quelle est l'intention de l'auteur? L'auteur a pour visée de dénoncer le colonisateur. Il s'est positionné sur ce fait. Donc la visée, elle est argumentative. La visée est argumentative. Maintenant, je voudrais juste vous faire la phrase nominale. Je prends une phrase du texte, Voilà, je vais faire un petit grand. Voilà. Pélissier. Fille placée. Les fascines enflammées. Voici l'action. Pélissier fit placer des fascines enflammées devant les grottes. Phrase verbale. Phrase verbale. Je vais reprendre cet événement sous forme de phrase nominale. Alors, fit placer, je prends le verbe placer. Alors, placer me donnera placement. Le fascine. Alors, directement, il a placé quoi? Fascine enflammée. Alors, par, qu'est-ce qui a placé? Pélissier. Par. Devant les grottes. Après, j'arrive à la fin de la phrase. Devant les grottes. Très bien. Alors, je commence toujours la phrase verbale par un verbe. Placer, placement de fascine enflammée par Pélissier devant les grottes. Et j'ai ma phrase nominale. Phrase
nominal. Voilà. Puisqu'on vous demande toujours de relever les événements et de les donner sous forme de phrases nominales. Voilà donc pour, j'ai fait juste une petite une phrase, on les reprendra encore une fois. Maintenant j'ai essayé de reprendre un petit peu les mots qui vous ont gêné dans le texte. Alors colonial, racine c'est colon, mot de la même famille, alors vous avez le verbe coloniser, le colonisateur, la colonisation, le colonialisme et le colonialisme. Voici les mots de la même famille. Ce n'est pas le champ lexical, c'est les mots de la même famille. Vous avez aussi une razzia, c'est une incursion, c'est entraînant, pénétrer, etc. Un envahisseur, j'ai repris le nom d'agent, c'est un nom d'agent. Le verbe c'est envahir. Celui qui agit, c'est l'envahisseur, et le nom d'action, c'est l'invasion. L'invasion des Français en Algérie. Donc voilà. Alors j'espère que cela vous aidera à travailler des sujets bac. Nous allons reprendre, avant de passer au projet 2, je vais essayer de faire avec vous 2 sujets. Je passerai au texte argumentatif et ensuite je ferai l'expression écrite, c'est-à-dire le compte-rendu d'un texte historique et le compte-rendu, comment faire le compte-rendu d'un texte historique et comment faire le compte-rendu d'un texte argumentatif. Donc je passerai au projet. Bon courage. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage et bonne chance.